Alors, avant de vous montrer un petit film d'une minute ou deux pour démarrer un petit peu notre réflexion, je vais juste exposer les problèmes que l'on va essayer le sujet que l'on va essayer de traiter ce soir, Bezrat Hashem. Alors, on essaye toujours d'avoir une réflexion en fait sur une problématique d'actualité qu'on va essayer d'analyser avec le regard de la Torah sur des points de vue de la famille. Ça, c'est les thèmes de la série de cours Bezrat Hashem. Et ce soir, c'est donc les amalgames et les raccourcis que l'on se permet d'avoir et de faire très souvent, malheureusement, dans notre couple, dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement dans notre couple, mais nous, on va le traiter sur le couple, qui, malheureusement, vont plomber, vont porter atteinte à notre vie de couple, une vie de couple sereine. Ça, c'est le sujet. Donc, du coup, pour cela, j'ai décidé de sélectionner quelques prises de parole d'un monsieur qui aime bien ce sujet-là, qui parle des hommes viennent de Mars, des femmes viennent de Vénus, et qui vont nous faire rentrer de plein pied dans notre réflexion, dans la réflexion que l'on a envie de mener. Donc, je vais vous partager une vidéo et après, on va essayer de faire un débrief. Alors, on y va. Il est où? Il est là. Partage le son. On y va. Alors. Non, c'est pas le moment. Une seconde, excusez-moi. Ça arrive. Je reprends. Hop. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Non. Excusez-moi. Hop. Alors. Partager. Écran. C'est tous ces petits gestes du quotidien que vous pouvez avoir. Par exemple, quand vous rentrez, cherchez et prenez votre partenaire dans les bras avant de faire quoi que ce soit d'autre. Attendez, excusez-moi. Ça marchait mieux la dernière fois. Alors, une seconde, on reprend. Désolé. Voilà. Non. Hop, on y va. C'est tous ces petits gestes du quotidien que vous pouvez avoir. Par exemple, quand vous rentrez chez vous le soir, cherchez et prenez votre partenaire dans les bras avant de faire quoi que ce soit d'autre. Moi, avant, ma logique était la suivante. Je rentrais, j'allais courir mon esprit, me débarrasser de ces détails, je gardais le sourire de la face. J'embrassais Corinne. Elle ne le percevait pas du tout comme ça. Elle se disait... Je passe après son courrier et tous ces petits trucs. Comment est-ce qu'une femme va savoir qu'elle est la plus importante dans votre vie, messieurs? Parce que vous allez d'abord vers elle. On n'ouvre qu'un seul dossier à la fois. Une femme demande à un homme de faire quelque chose. L'homme le fait. Ça arrive, ça, mesdames. Hein. Bon, parfois, d'accord. Et pendant qu'il le fait, elle demande autre chose. Il y a un bug là. Téléphone à sa mère pour expliquer que les haricots qu'on a mangés à midi étaient un petit peu froids. Avec Paul de Wandre. Un homme ne se perd jamais. Il trouve de nouveaux itinéraires. Voilà. Alors,
C'est bien entendu, c'est des sketchs, hein. Mais c'est des petites réflexions très justes, qui m'ont semblé très justes, qui ouvrent notre réflexion ce soir, à savoir donc ces différences hommes-femmes et ces différents points de vue qui vont du coup qui vont alourdir un petit peu la communication, qui vont alourdir les problèmes et qui vont qui vont être source de discorde ou de problématiques. Alors on va pas sauver le monde hein, ce soir et on va pas trouver des solutions incroyables, mais on va essayer d'y réfléchir ensemble pour que on puisse essayer de faire en sorte que les problèmes soient moins lourds à porter ou pour qu'on apprenne un petit peu le mode de fonctionnement. Alors, d'accord, donc comme j'ai expliqué, le thème de ce soir, c'est pas d'amalgame. Donc, les amalgames et les raccourcis dirigent-ils notre couple? On va essayer donc d'y réfléchir. Alors, pour cela, je vous ai partagé donc sur votre écran plusieurs textes. Le premier texte, c'est un texte de la Torah. La Torah, elle nous enjoint de prêter de l'argent à une personne qui en a besoin. La première mitzvah de chesed, quand on doit faire du chesed envers une personne, et quand on doit être bon envers une personne, la première des choses qu'on doit faire, c'est lui laisser son honneur. Et donc, si je lui prête de l'argent, je lui laisse son honneur. Et c'est une mitzvah. Mais on va voir que la Torah, quand elle parle de cette mitzvah, elle nous en parle de manière un peu spéciale. Im kesef talve et ami. Et he'ani imach. Donc, si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, et he'ani imach, au pauvre qui est avec toi. Loti elo kenoshe, ne sois pas à son égard comme un créancier. Lotesimun alav nesher, n'exige point de lui des intérêts. Et là, Rashi, il se pose une question, il ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que, lorsqu'on parle de prêter de l'argent, on nous dit au pauvre qui est avec toi. Ça veut dire quoi qui est avec toi? Qu'est-ce que le qui est avec toi vient ajouter à la mitzvah de prêter de l'argent à une personne? On ne comprend pas très bien qu'est-ce que ce qui est avec toi vient ajouter. Et Rashi, il va nous dire la chose suivante. Eve mistakel be'atzmecha keilu ata'ani. Considère-toi comme si tu étais toi-même un pauvre. Et là, les Chachamim nous demandent, a priori, je ne comprends pas quelque chose. L'essentiel, quand il y a un pauvre dans ma ville, dans mon entourage, l'essentiel, c'est que je prenne conscience du mal-être, de ses problèmes, et que je vienne à son aide. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me mette à sa place? Pourquoi est-ce que moi, une personne qui aurait beaucoup d'argent, qui essaye d'aider les autres, pourquoi ce serait si important que je me mette à sa place? Je dois me considérer comme si j'étais moi-même un pauvre. Je ne suis pas obligé. En quoi ce serait une condition sine qua non pour être un bon prêteur, pour être une bonne personne qui cherche le bien d'autrui? A priori, l'essentiel, c'est que j'ai réalisé qu'une personne a un besoin quelconque et que j'essaye de remplir ce besoin. Je n'ai absolument pas besoin de me mettre à sa place pour réaliser parfaitement ce que je dois réaliser. Pourtant, ici, Rachid a l'air de dire que c'est très important. C'est un mot, entre autres, dans la Torah, qui n'est pas pour rien, qui vient influencer un petit peu le cours de ce passage et de cette mitzvah. Et on ne comprend pas très bien quel est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'il serait si nécessaire de se mettre à la place du pauvre? Il semblerait, avant qu'on développe, avant qu'on comprenne un petit peu, mais il semblerait que dans la vie, il ne suffit pas de répondre à un problème, de répondre à un besoin. Il faut répondre à ce besoin une fois que l'on s'est mis à la place de la personne qui a ce besoin. Il ne suffirait pas de juste remplir un besoin ou de remplir un problème, de penser comme un pansement, de mettre un pansement sur une douleur. Il faut impérativement comprendre le problème, essayer d'y faire face, essayer de l'intérioriser, de l'intégrer pour essayer d'y répondre. Pourquoi c'est tellement nécessaire? Alors, du coup, vous comprenez pourquoi est-ce que je mets ça en introduction, parce que si, comme on l'a vu dans la vidéo, il y a peut-être des différences fondamentales entre l'homme et la femme, ces problèmes, les problèmes qui peuvent être générés à cause de cette différence,
ne pourront être réglés que si on s'est mis à la place de l'autre. Parce que juste trouver une solution pour l'autre, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas juste de trouver une solution, de trouver un problème, de lui remplir son besoin. Ponctuellement, ça ne suffit pas. Tant que tu ne t'es pas approprié, tant que tu n'as pas intégré la problématique de l'autre, tu es à côté, tu n'es pas là où on attend que tu sois. Et donc, ce riche-là, quand il va prêter, exactement comme on voit ce riche, qui va certes prêter de l'argent, mais tant qu'il n'a pas considéré qu'il était lui-même pauvre, eh ben, il n'a toujours pas accompli sa mitzvah. Et donc, les Chachamim de nous dire que c'est exactement, ce sera ça dans tous les problèmes qu'il va y avoir entre deux personnes, un homme et une femme, un homme et son prochain, toujours pour essayer de régler le problème, et ben on doit impérativement passer par une prise, par une prise de température, par quelqu'un qui va se mettre à sa place. C'est une introduction donc à notre étude pour comprendre qu'en fin de compte, eh ben, on ne va pas devoir juste comprendre l'autre, il va falloir qu'on se considère comme étant l'autre. Alors, avant d'établir un petit peu les phrases un peu bateaux que l'on a l'habitude de dire sur le couple, etc., sur la différence homme-femme, je voulais d'abord étudier un texte de la Gemara. Ce texte, il est de Rabbi Yossé. Quel est l'essentiel de la maison? Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, ça a l'air bizarre un petit peu ce qu'il dit. On va essayer d'approfondir un petit peu ce qu'il a envie de développer. Amar Rabbi Yossi, miyamai lo kariti le ishti ishti, ou les shori shori. Rabbi Yossi, il vient nous donner un enseignement, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il cherche à faire, mais il vient nous donner un enseignement qui serait fondamental dans la vie de tout homme. Il vient nous dire, tu sais, moi, dans ma vie, je n'ai jamais appelé ma femme. Je n'ai jamais appelé mon taureau. Et là, les ishti beti. Mais quand je parlais de ma femme, ben, je parlais de ma maison. Et lorsque je parlais de mon taureau, je parlais de mon champ. Alors, on est un peu décontenancé quand on lit ce texte, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il vient nous enseigner. Est-ce qu'il vient nous enseigner juste nous raconter sa vie? Voilà, moi, ma femme, son petit surnom, eh ben, c'était pas chérie, c'était pas mon amour, c'était ma maison. Bon, c'est son choix, hein. Il a le droit d'appeler comme il a envie sa femme, mais on suppose que c'est pas ça. Et après, à côté de ça, on nous parle du fait qu'il parlait aussi de son taureau comme étant son champ. On ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'il vient nous apporter. Est-ce qu'il vient nous apporter un enseignement? Il vient nous apporter une lecture de la vie, de l'importance des choses? On ne comprend pas très bien. Et surtout, on voit qu'il y a une vraie contradiction dans les deux exemples choisis. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans le premier choix, Ishti Beti, alors on va prendre le deuxième d'abord, mon taureau, c'est mon champ. Alors, c'est vrai, ici, il y a deux points. Il y a le moyen et il y a l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un champ qui est planté, qui me donne mes fruits, qui me donne à manger, etc. Maintenant, pour pouvoir travailler mon champ, j'ai besoin d'un taureau. Donc, du coup, étant donné que je suis obnubilé par l'objectif, par mon objectif c'est mon champ. Alors, du coup, mon taureau m'importe peu. Ouais, mon tracteur, il est complètement, il n'est pas essentiel, il est complètement accessoire. L'essentiel, c'est mon terrain qui va me donner mon blé. Mon tracteur, il n'est pas intéressant. Donc, si j'en crois dans le deuxième exemple que Rabbi Yossé nous donne, on voit que l'essentiel, c'est mon moyen de subsistance, qui est mon terrain. Et le shor, le taureau ou le tracteur aujourd'hui ne sont que secondaires, que accessoires. Et donc, Rabbi Yossé serait venu nous dire qu'en fin de compte, si je dois réfléchir entre l'accessoire et l'objectif, c'est l'objectif qui doit prendre le dessus et je dois tout voir avec une vision d'objectif. Mais dans ce cas-là, avec cette réflexion, on essaye de l'appliquer à la femme et à la maison, on a un problème. Qui est l'objectif? Qui est l'accessoire? La femme serait l'accessoire de la maison serait l'accessoire de la femme. On ne comprend pas très bien qu'est-ce qu'une maison. Alors une femme, on sait ce que c'est, a priori, ce qu'elle vient faire ici, ça vient créer, on est dans une osmose, l'homme et la femme, ils sont un seul. Et donc du coup, qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui est accessoire? Mais on a l'impression, si j'en crois, le deuxième exemple, il semblerait que la femme soit accessoire et la maison serait essentielle. Et donc là,
n'oublions pas que le titre du cours, c'est pas d'amalgame, et donc ne faisons pas tout de suite l'amalgame, mais ici, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce que la femme ne serait qu'un accessoire et la maison serait essentielle. Quelle est la définition du mot maison qui rendrait la maison essentielle et la femme uniquement accessoire? Alors pour cela, nous allons lire le texte qui est juste après dans un autre traité du Talmud. Amar Abaye, Veitimar Rabitzrak. Alors je vais pas le lire et le traduire, mais celui qui veut lire avec plaisir. Mais ici, ce que nous dit la Gemara, elle nous dit qu'il y a deux types de personnes. Il y a un prophète qui s'appelait Elisha, et il y a un autre prophète qui s'appelait Shmuel. Ces deux prophètes, ils avaient deux modes de fonctionnement. Elisha, c'était un homme qui dormait chez l'habitant. Il passait d'une ville à l'autre et il dormait chez l'habitant. Shmuel, par contre, lui, il ne dormait pas chez l'habitant, il voulait impérativement ne jamais profiter de qui que ce soit. Et donc, Shmuel portait sur son épaule, nous dit la Gemara, il portait sur son épaule toute sa maison. Il avait une sorte de baluchon dans lequel il avait tous ses biens, tout ce qui lui était nécessaire dans la vie, en tout cas de tous les jours. Et c'est avec ça qu'il avançait, c'est avec ça qu'il évoluait. C'était uniquement ça, c'était toute sa maison. Et là, les Chachamim vont nous dire que c'est exactement ça le point essentiel du terme maison. Baït. Baït, une maison, en fin de compte, c'est quelque chose qui procure à l'homme tout ce dont il a besoin. En fin de compte, le mot baït n'est plus la maison, les quatre murs ou je ne sais quoi. Ça n'est plus, donc, on est en train de se demander est-ce que la femme est un moyen, est-ce qu'elle est accessoire ou est-ce que c'est l'objectif. Le mot maison, le mot baït dans la Gemara, dans le texte talmudique, il désigne l'homme comblé, l'homme qui a tout ce qui lui manque, tout ce qu'il a besoin. Shmuel avait sa béto, il avait sa maison avec lui. Kisham béto, là où il était avec sa maison parce qu'il était comblé, il n'avait besoin de rien. Et donc ici, en fin de compte, oui, on pourrait peut-être, à nouveau sans amalgame, mais sans machisme ou sans misogynisme, mais ici, on pourrait dire en fin de compte que oui, peut-être que la femme, pour Rabbi Yossé, serait un accessoire pour qu'on soit complètement comblé. C'est un moyen, c'est-à-dire il va y avoir donc une forme de chaque homme avec un grand H, là, chaque homme sur terre, eh ben, il essaye d'avoir la plénitude, d'arriver à quelque chose de complet, à être comblé, à être complet, à avoir atteint exactement tout ce qu'il recherche. Eh ben, on va avoir, c'est ça ici que Rabbi Yossé est en train de nous dire. Rabbi Yossé nous proposait que, en fait, eh ben, lorsque l'homme va chercher sa plénitude, il va chercher à être comblé, et ben, en fin de compte, c'est ça son objectif, et ben, forcément, il va devoir passer par un lien fort avec sa femme pour arriver à cette plénitude. Mais c'est ça l'objectif, ce serait ça l'objectif. Alors il va falloir qu'on comprenne un petit peu, mais on va voir que, en fin de compte, c'est réellement, à plusieurs moments dans l'histoire de l'humanité et du peuple juif, et ben, ce sont justement ces femmes qui nous ont permis d'arriver à cette plénitude. On va essayer de voir où ça apparaît dans le texte. Alors, la Gemara, elle continue dans un autre texte et elle va nous faire remarquer qu'il y avait une manière de fonctionner chez les Égyptiens qui avait remis en cause le rôle de chacun sur Terre. Alors, je fais juste un petit résumé pour qu'on se mette d'accord, pour qu'on comprenne un petit peu. On a donc découvert d'abord une première chose dans la Gemara, on a donc découvert que il est très important pour une personne qui cherche à avoir un contact avec une autre personne, que ce soit sa femme ou un ami ou un fils ou un maître ou qui que ce soit, à chaque fois qu'on a un contact avec un être humain, et bien pour réussir ce contact de manière parfaite, il est impératif que l'on se mette à la place de l'autre. Il ne suffit pas de répondre à ses attentes, de répondre à ses problèmes, il faut impérativement se mettre à sa place. Si on ne se met pas à sa place, eh ben, on ne pourra pas répondre convenablement
à ses besoins et on ne pourra pas répondre à ses propres besoins dans le contact que l'on va avoir avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça c'est le premier point qu'on a développé. Ensuite, on a découvert que il y avait un rave donc qui avait l'habitude donc d'appeler sa femme maison et son shor, son taureau, il l'avait appelé sadé, son champ. Et on avait essayé d'expliquer, on a proposé une première lecture qui est en train de nous dire en fin de compte que l'idée de maison, lorsqu'un homme cherche à avoir une maison, lorsqu'il cherche sa maison, en fin de compte, il cherche à être comblé, il cherche la plénitude. Et ceci, c'est l'objectif de tout homme, avec un grand H à nouveau, de toute personne vivante sur Terre. Cet objectif, pour un homme, il ne pourra l'atteindre que si, si je reprends encore une fois la première idée, que s'il se met à la place de sa femme, dans son contact avec elle, et lorsqu'il va se mettre au contact de sa femme au même niveau qu'elle, à ce moment-là, il va euh, avoir un lien très fort avec sa femme qui lui permettra finalement d'atteindre cette plénitude. Alors, pour essayer un petit peu à nouveau d'établir cette dualité ou cette idée, cet idéal de chacun trouve sa place, mais en même temps chacun se connecte en se mettant à la place de l'autre. La Gemara nous raconte que les Égyptiens ont cherché à faire énormément de mal aux Bnei Israël lorsqu'ils étaient esclavagistes. Lorsque le peuple juif était esclave en Égypte, nous raconte la Gemara qu'ils avaient fait un esclavage très dur. C'était quoi la difficulté de cet esclavage? Un exemple, c'est qu'ils avaient échangé, Shayum Machlifin, Melechet Anashim, les Nashim, ou Melechet Nashim, la Nashim. Ils avaient échangé le travail que les femmes devaient faire, et ils l'avaient donné aux hommes, et le travail que les hommes devaient faire, ils l'avaient donné aux femmes. Et là, ici, on se pose une question. Est-ce que c'est un problème physique? Alors, si c'est un problème physique, alors c'est beaucoup plus difficile pour une femme de faire le travail d'un homme. Mais à la limite, le travail d'une femme pour un homme, ça devrait aller. Mais un homme qui devrait faire le travail d'une femme, ça sera facile. Mais une femme qui devrait faire le travail d'un homme, ce sera difficile. Mais pourtant, on nous dit la Gemara qu'ici, on est cherché absolument à être dur envers les deux, envers les hommes et envers les femmes. Qu'est-ce qu'il y a? Juste ce changement, en quoi ce changement va être si difficile s'il ne s'agit pas d'un changement physique, d'un problème physique. Et là, les Chachamim vont nous expliquer, et à nouveau, étant donné que c'est des thèmes et des idées qui ont été énormément galvaudées, énormément transmises et parfois mal comprises et mal transmises, alors du coup, on va essayer de les amener de manière plus fine et plus subtile. N'hésitez pas à relever si les mots ne vous plaisent pas. Mais ici, les Chachamim nous expliquent en fait qu'en fin de compte, on avait donné aux hommes un travail qui faisait appel plus à leurs sentiments, à leur esprit, et et non pas uniquement à leur intellect, mais plus quelque chose de sensitif, j'ai envie de dire. Et on avait donné aux femmes un travail qui était certes aussi sûrement physique, mais qui était plus de l'ordre du côté un peu froid et calculé et intellectuel, sans, sans le sentiment qui est accompagné, qui accompagne généralement le côté intellectuel. Et là, les Chachamim vont nous expliquer que c'était ça la difficulté. C'est en fin de compte demander à une femme qui fonctionne beaucoup plus avec le cœur, avec amour, avec gentillesse, qui regarde les choses pas de manière froide, bête et méchante, mais avec beaucoup plus de tendresse, et bien lui demander là de fonctionner de manière très froide et intellectuelle, et ben c'était une souffrance terrible. Et inversement,
demander à un homme qui généralement est plus froid et plus intellectuel, et d'essayer donc maintenant de travailler de manière plus sensitive, bah, c'était trop difficile pour lui. Et c'était ça la difficulté. Ça n'était pas physique, le problème n'était pas physique, mais c'était dans cette nature qui leur avait été donnée par Hachem. Et on voit que Bémet, les hommes, lors de cet esclavage, ils étaient écrasés, ils étaient terrassés par cette difficulté de cet esclavage. Mais ce sont les femmes qui, elles, de par leur nature, justement, beaucoup plus fines, beaucoup plus sensibles, avaient réussi à surmonter la difficulté de l'esclavage. Et nous dit la Gemara, justement, ici, dans le même texte, Bischar Mashin Tzadkaniot Shayu Beoto Ador Nigalu Israël Mimitzraïm. Ce sont les femmes qui, en fin de compte, ont permis à ces hommes de surmonter cet esclavage terrible. Ce sont ces femmes qui ont réussi, encore une fois, de par leur nature beaucoup plus sensible et beaucoup plus fine, qui avaient perçu Hachem dans cette souffrance, elles avaient réussi à remonter le moral des hommes. Comment ça marchait? Lorsqu'elles allaient puiser de l'eau, Hachem, il faisait en sorte que leur cruche était remplie d'eau, mais aussi de petits poissons. Et elle prenait donc 2 cruches, une cruche était remplie d'eau, une autre cruche était remplie de poissons, et elle chauffait les deux casseroles, les deux cruches, et donc elles arrivaient avec une cruche remplie d'eau chaude et une cruche remplie de poissons qui avaient cuit, et elles allaient voir leur mari qui travaillait dans les champs, et elles les lavaient. Elle leur donnait de l'eau chaude, elle les massait, elle leur donnait à manger ces poissons-là. Ou mashkototan, leur donnait à boire et à manger. C'est elles qui avaient trouvé la force, de par leur nature à nouveau sensible, elles avaient trouvé la force de trouver Hachem là-dedans et de trouver une solution pour essayer de faire en sorte de surmonter cet esclavage terrible. Mais ici, on va donc découvrir 2 choses. On va donc découvrir que d'abord, il existe, même si aujourd'hui, ce n'est pas tellement à la mode de parler de ce genre de choses, parce qu'on n'arrive plus à déterminer, à établir des métiers qui seraient uniquement masculins ou des métiers qui seraient uniquement féminins. C'est vrai que c'est plus du tout un discours à la mode. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une forme de sensibilité. On ne pourrait pas, nous dit la Gemara, comparer 2 personnes de sexes différents dans le même métier. On ne pourrait pas imaginer qu'ils appliquent leur manière de fonctionner de la même manière. Le travail sera forcément différent. Il y a une manière plus sensible, plus fine, plus à nouveau plus sensitive de la femme de fonctionner dans un domaine. Dans le même domaine, l'homme aura une manière plus froide, plus intellectuelle, mais froide, etc., et moins sensitive que la femme. Dans le même domaine, il pourrait y avoir donc une manière homme de fonctionner, une manière femme de fonctionner. Mais nous fait remarquer la Gemara tout de suite que cette même différence va amener justement l'homme à désespérer parce que de son point de vue, il est écrasé par l'esclavage et donc du coup il se dit il n'y a aucune chance que nous, petits peuples, nous réussissions à surmonter nos difficultés et à gagner face à cet empire de l'Égypte qui nous écrase, mais elles, les femmes, vont quand même surmonter, redécouvrir Hachem et se dire nous avons la possibilité de nous en sortir. Voilà comment est-ce que la Gemara nous dépeint les choses. Et là, à ce moment-là, les Chachamim vont nous donner plusieurs exemples. Et nous racontent une histoire. Par exemple, il y avait une femme, elle avait l'habitude donc c'était la maîtresse de maison, et elle remarquait que tous les jours, quel que soit le repas qui était organisé, le mari ne disait jamais rien, ni que c'est bon, ni c'est mal. Alors un jour, elle a fait une expérience. Elle lui a fait un café, et elle a mis du sel. Et elle lui sert le café rempli de sel, sûrement que le café était sûrement pas bon du tout. Et à ce moment-là, le mari, il boit le café, bon, il fait une toute petite grimace, mais il se retient, et là, la femme se met à hurler. Elle lui dit, mais je ne comprends pas, même jusque-là, tu vas réussir à te taire. Mais même quand je te mets du sel dans ton café, tu ne te plains pas. Mais ce n'est pas possible.
Alors, ils veulent nous expliquer, ils nous disent, mais attends, je ne comprends pas, c'est exactement ça. Ça veut dire, il n'y a aucun moment où. Alors, c'est quoi? Ici, on est face à la vraie, au vrai problème. C'est-à-dire, on a un homme qui pense, intellectuellement parlant, qu'il ne faut pas faire des reproches. Alors, du coup, étant donné qu'il ne veut pas faire de reproches, ben, il ne fait même pas de compliments pour ce que sa femme lui aurait préparé. Mais du coup, même quand ça devient du poison, il en vient à ne pas faire de reproches. Il a poussé sa réflexion intellectuelle ou réfléchie à l'extrême de manière bête et méchante. Mais la femme, elle recherche justement, elle lui dit, mais attends, a priori, tu es censé réagir, il y a un moment où tu es censé réagir, c'est pas normal. Donc voilà comment est-ce que les Chachamim, ils donnent la suite logique d'un travail qui serait fait de manière masculine ou d'un travail qui serait fait de manière féminine, et ils nous l'exposent dans la vie de tous les jours. Il y a d'autres exemples. Par exemple, il y a un Rav qui voulait dire, par exemple, un homme qui a posé sur sa table plein de travail. Ouais, il était là en train de travailler plusieurs dossiers et il n'a pas fini son travail. Il a dû partir pour aller faire des courses ou pour aller travailler. Il va revenir ce soir, mais du coup, il va reprendre son travail là où il en était. Et donc, du coup, je dis, ça ne sert à rien. Imaginons qu'il n'y a pas d'enfant qui va toucher. Ça ne sert à rien de ranger mes affaires pour les rouvrir ce soir. Et d'un point de vue intellectuel, eh ben, c'est vrai, ça ne servirait à rien. Mais c'est vrai que du coup, ça fait désordonné, c'est pas, il y a un esprit désordonné dans la maison qui pourrait déplaire. Et donc, quand il va y avoir cette discussion, la femme lui demande d'arrange, mais le mari dit, mais ça sert à quoi? Je vais les prendre ce soir. À nouveau, le côté sensible de la femme est en porte-à-faux avec le côté, entre guillemets, réfléchi de l'homme, et sa volonté de vouloir voir quelque chose d'ordonné est en porte-à-faux avec son envie à lui de se dire, étant donné que je vais réutiliser ces choses-là ce soir, à quoi bon les ranger? Exactement comme nos enfants qui ne veulent pas faire leur lit, tout simplement, parce que le soir, ils vont se recoucher dedans. Pourquoi faire un lit alors que ce soir, je me recouche dedans? Un autre exemple où on va voir donc cette confrontation, entre guillemets, entre les deux mondes, c'est la femme qui se plaint parce que le mari arrive en retard. Mais qu'est-ce qu'il peut bien? Il est en retard pour sûrement une bonne raison. Sûrement, il a été pris dans les embouteillages, ou il a rencontré quelqu'un, il a discuté 5-10 minutes avec lui. Et quand il rentre, sa femme, elle s'est imaginé les pires choses. Et il ne comprend pas. Attends, il ne faut pas exagérer, on n'habite pas à Beyrouth. On n'habite pas je ne sais où. Donc, du coup, qu'est-ce qui a pu bien se passer? Pourquoi tu t'imagines le pire? Il ne s'est rien passé, juste un peu de retard. À nouveau, cette confrontation entre un monde où, a priori, il n'est pas censé y avoir de problème, je ne vois pas pourquoi tu t'angoisses, et ton angoisse, elle est exagérée, et entre ce monde du oui, mais c'est ça que je ressens, c'est ça que j'imagine, c'est le monde dans lequel j'évolue, ça m'angoisse, ou je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais comme on l'a expliqué, cette sensibilité va permettre justement à nos femmes, lors de l'esclavage égyptien, de dépasser cet esclavage oppressant et de trouver une lueur d'espoir. Chose que l'intellect n'aurait jamais pu envisager, vu qu'a priori, on est moins fort que les Égyptiens, on va donc tous mourir, c'est une évidence. Et la Gemara, juste au-dessus, elle vient nous faire remarquer à nous aussi que justement, quand Elisha il avait été invité chez une personne, chez une femme qui s'appelait Ashunamite, et ben c'est la femme qui avait remarqué que c'était un homme très bien, Elisha. L'homme pensait que c'était un vagabond, un pauvre homme qu'ils avaient juste accueilli pour le problème. Mais c'est la femme qui, avec sa sensibilité, avait reconnu la kedusha, la sainteté, la grandeur d'âme de la personne que l'on avait reçue, à savoir le prophète, le grand prophète Elisha. Et donc, si on doit essayer un petit peu de résumer ce que l'on a vu, et ensuite on va essayer de donner des pistes. On a essayé d'exposer qu'il y a en fin de compte c'est ça doute à la choule, la paracha de Bereshit, j'avais proposé que
En fin de compte, lorsque Akadosh Baruch Hu a fait l'opération, la première opération chirurgicale qui a eu lieu sur l'homme, l'homme était a priori homme et femme, et on lui a fait une opération chirurgicale pour le séparer de sa femme. Et on lui a mis sa femme en face de lui. Et là, en plein milieu de l'opération chirurgicale, il y a une phrase de la Torah qui nous paraît bizarre. Alken ya'azov ish et aviv ve'et imo, ve'davak be'ishto ve'ayu lebasar echad. C'est la raison pour laquelle l'homme devra se séparer de son père et de sa mère, s'attacher à sa femme, et ils ne seront qu'un. Et là, les commentateurs ils s'interrogent, pourquoi est-ce qu'en plein milieu d'une narration de l'histoire de Adam et Ève, une troisième personne prend la parole en nous disant, c'est pour ça que l'homme devra se séparer de son père et sa mère. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Et ce que nous avions expliqué, c'est qu'en fin de compte, lorsqu'un homme va trouver sa femme, sa moitié, il va se rendre compte combien est-ce que cette moitié était imparfaite. Dès qu'il va se rendre compte de combien est-ce qu'il arrive, que tous ces manques, en fin de compte, ils sont comblés, l'homme et la femme, ils sont comblés par leur moitié, ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, il y avait un manque depuis leur temps d'enfance. C'est ça ici, la Gemara, quand il nous dit que lorsqu'un homme, à la naissance, avant même la naissance, on a déjà décidé avec qui on va se marier. Et la Chachamim de nous expliquer, en fin de compte, c'est ça. Lorsque je vais me retrouver avec ma femme, je vais retrouver cette partie qui me manquait. Et donc, c'est ça, c'est pour ça, cette dualité, mais en fin de compte, c'est cette complémentarité. Elle s'exprime aussi dans l'état d'esprit, dans l'état d'esprit. Alors, la femme sera à nouveau, encore une fois, on va le répéter, un peu plus sensible. L'homme sera plus froid, plus intellectuellement froid, alors que la femme elle va rajouter beaucoup plus de sensibilité à sa réflexion, beaucoup plus de sensibilité. Et donc, il va être très difficile à un homme de se retrouver dans un rôle de femme et une femme de se retrouver dans un rôle d'homme, on va dire, sclérosé, pas ce qui a été, ce qui a avancé avec les normes aujourd'hui, où en fin de compte, on retrouve des hommes et des femmes à chaque niveau de la société. Mais dans un monde, prendre la place poste pour poste, ce ne serait pas possible. C'était toute la difficulté de l'esclavage égyptien. Et donc, si, comme on l'a expliqué au début, si en fin de compte, pour répondre aux besoins d'une autre personne, il faut absolument que je me mette à sa place, alors il semblerait que dans tous les liens que je dois tisser avec ma femme, ou que tous les liens que ma femme doit tisser avec moi, il va y avoir ce devoir de se mettre à la place de l'autre. Comme avec ce pauvre, je ne peux pas juste lui envoyer de l'argent, je dois comprendre qu'est-ce qu'il est en train de vivre, je dois comprendre qu'est-ce qu'il traverse. Alors ici aussi, lorsque je vais être en connexion, lorsque je vais avoir une discussion avec ma femme, je ne peux pas rester dans le monde qui est le mien, qui est le domaine, entre guillemets, intellectuel, froid, bête et méchant, et demander à l'autre de rentrer dans le monde et d'adhérer. Ou inversement, ma femme, elle ne peut pas juste venir me dire c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça, et m'imposer que je rentre dans le sien. Si je ne me mets pas à sa place et si elle ne se met pas à ma place, la connexion sera, elle sera pas au top. Et c'est ça ici, la nécessité, c'est ça qu'on disait, c'est très important de se mettre à la place de l'autre. Alors on va voir ici, c'est pour ça que j'en ai mis un en rose et un en bleu dans le texte que vous avez sur vos écrans. Deux exemples qui sont tirés, un de la Gemara et un de la Torah tout simplement, qui nous montrent comment est-ce que nos ancêtres, comment nos maîtres, nos sages, quand ils ont été en connexion avec, alors un, ça va être Rav Yosef avec sa femme, et l'autre, ça va être Sarah avec Abraham, et ils ne vont pas rester dans leur monde, mais ils vont essayer d'intégrer le monde du sexe opposé pour que cette connexion se passe intelligemment. A priori, un homme avec un autre homme, la mitzvah, elle est Made'alach sané et travercha lotaase. Ce que tu détestes qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Avec notre femme, nous dit la Gemara, Mechabda yoter migufo, tu dois être plus exigeant. Tu ne dois pas juste faire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, tu dois être au-dessus. Tu dois essayer de faire en sorte que l'autre, que tu te mets à la place de l'autre vraiment et tu dépasses
juste la phrase que d'habitude tu dis à ton ami ou que tu dis à toi-même ou que tu supporterais entendre. Non, c'est pas ça. Il faut que tu rentres dans le monde de l'autre. Alors, on va commencer par le reproche qu'un homme a fait à sa femme. C'est Rav Yosef. Rav Yosef, il avait une femme qui, comme toutes les femmes du monde, était un petit peu en retard le vendredi après-midi avant Shabbat. Alors, elle avait les derniers petits préparatifs, et elle voulait se mettre un dernier crayon, coup de crayon sur les yeux, et préparer une dernière salade ou je ne sais quoi. Et donc, elle est là, elle court, et donc elle est en retard. Et à chaque fois, elle allume les bougies quelques minutes avant la tombée de la nuit. Et Rav Yosef, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas, pourquoi? Alors, il y a deux manières de dire que ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas parce que s'il réfléchit intellectuellement parlant, c'est vraiment dangereux parce que encore aujourd'hui, on a des montres, et encore. Mais à une époque, ils n'avaient pas des montres. Donc, du coup, s'amuser, jouer avec le feu et allumer à la dernière minute, c'est prendre le risque de manière très intellectuelle, très froide, d'allumer pendant Shabbat, chose qui est interdite. Et il y a une deuxième raison, c'est tout simplement, eh ben écoute, c'est pas joli. Tu dois montrer beaucoup d'amour pour la mitzvah avec l'envie d'être le plus tôt possible prêt à être en plein dans Shabbat. C'est deux manières. Rav Yosef, lorsqu'il va parler à sa femme pour qu'elle allume les bougies à l'heure, il va lui raconter. Il va lui raconter, tu sais, ma chérie, eh ben, il y avait des nuées dans le désert. Hachem, il mettait des nuées. Il y avait la nuée de feu, la nuit, qui nous éclairait, et il y avait la nuée qui empêchait le soleil de trop nous taper dans le désert. Mais ces nuées-là, elles se chevauchaient pendant un certain temps. La nuée de la nuit venait un peu plus tôt et chevauchait un petit peu la nuée de la jour, et au bout d'un moment, la nuée du jour partait et laissait la place à la nuée de la nuit. Et le Rav Yosef de dire à sa femme, tu vois bien que même Hachem, qui lui connaît l'heure exacte, et il a une maîtrise totale du temps, a donc décidé de venir pour nous rassurer, à nous le peuple juif, pour nous rassurer qu'il y a une continuité, qu'il n'y a pas un arrêt, qu'il n'y a pas à avoir peur que tout s'arrête d'un coup. Eh bien, il y a une continuité, donc du coup, il faisait venir la nuée de la nuit, alors qu'il faisait encore jour, il y avait ce chevauchement entre les deux nuées. Et là, à ce moment-là, sa femme entend ça, et elle se dit, waouh, c'est magnifique, tu as raison. Moi aussi, comme Hachem, je veux pouvoir euh, faire rentrer la nuit avant même, quand il fait encore jour. Alors, elle a même tellement apprécié ce projet qu'elle s'est même dit, tu sais quoi, je vais allumer très tôt. Alors, on lui a dit, attention, il ne faut pas allumer trop tôt, mais il ne faut pas allumer trop tard non plus. Mais ici, on voit cette démarche que Rav Yosef a eue. Il n'est pas venu avec une réflexion froide, ouais, et en mode écoute, tu joues avec le feu, c'est dangereux, c'est pas bien, ça me plaît pas, c'est pas bon, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut allumer 10 minutes avant, c'est comme ça que ça marche. Il n'est pas venu avec une réflexion froide, il est venu il s'est mis dans la peau de sa femme, et il s'est mis dans son mode de réflexion, dans son mode de vécu. Et il est venu, il lui a dit, regarde, toi qui ressens les choses, regarde comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous faire ressentir les choses. Et il a invité justement à ressentir les choses différemment. Et le reproche, il a été entendu de manière très forte. Maintenant, on va passer du côté bleu de mon tableau. Et dans le côté bleu, on va avoir une femme, et c'était dans la paracha qu'on a lue. C'est Abraham qui a un fils qui s'appelle Ishmaël. Et après, il a eu un fils qui s'appelle Yitzhak. Et Sarah vient voir Abraham et il lui dit, va-t'omer Abraham, Garesh ha'ama azot ve'et bena. Envoie, fais partir cette femme et son fils. Maintenant, pourquoi? À nouveau, quelle est l'angoisse? Alors, Rachid va nous dire, tu sais, elle l'a vu, faire des actions tendancieuses. C'est trop dangereux. J'ai trop peur pour mon fils. Si elle vient dire à Abraham, tu sais, je suis angoissé. Je suis angoissé, ça ne me plaît pas, je suis angoissé.
Et bien, Abraham, il va entendre, il va dire, d'accord, t'es angoissé, ben, calme-toi. Et tu sais quoi, je suis là pour donner l'exemple. À Yitzhak et à Ishmaël, donc rien de grave ne va arriver. Voilà la réponse qu'aurait eu Abraham. Mais non, Sarah, elle la comprend à nouveau. C'est pas de la manipulation, bien entendu, c'est de la compréhension. C'est ça un vrai mariage, dans lequel on se comprend et dans lequel on fonctionne en association, en lien et en compréhension. Et là, Sarah, elle va lui dire, tu sais, mon fils, Kiloïrach ben Amazot en Bini Mitzrak. Elle ne va pas lui parler avec le cœur, entre guillemets, elle va lui parler avec la tête. Elle va dire, tu sais, mon fils, il ne peut pas hériter avec le fils de la servante. Et Rachid de nous expliquer, c'est quoi? Étant donné que c'est mon fils, si c'était juste mon fils, il mériterait d'être plus. Si c'était juste Yitzhak, il mériterait d'être plus. Tu t'imagines maintenant que c'est mon fils et que c'est Yitzhak et que c'est un garçon incroyable, toi-même tu es censé voir ça, Abraham, tu es censé comprendre que Yitzhak il a un niveau spirituel incroyable. Et en plus, ça reste mon fils à moi, ça va. Et donc du coup, le fait qu'il ait les deux, donc Yitzhak seul, avec son niveau intellectuel, avec son niveau de spiritualité, il méritait d'être le fils chéri. Et le fait que ce soit mon fils, il mérite aussi. Tu imagines le fait qu'il a les deux en même temps. Intellectuellement parlant, il est hors de question que tu puisses continuer à faire cohabiter les deux comme si les deux étaient à égalité. Et à nouveau, elle ne lui parle pas du point de vue sentiment, du point de vue émotionnel. Elle lui présente un problème intellectuel. Si elle était rentrée, le Malbim, c'est lui qui nous invite à réfléchir à ça, le Malbim, il nous dit que si elle était rentrée du point de vue émotionnel, c'est évident qu'Abraham, il aurait dit, mais attends, d'abord je suis présent moi, et c'est surtout évident qu'elle aurait dit, il aurait demandé, mais écoute, tu t'imagines si Ishmaël, aujourd'hui, malgré la cohabitation avec moi, eh ben, il a des actions qui sont tendancieuses, qu'est-ce qu'il va devenir si maintenant je l'envoie à l'extérieur et je l'envoie ailleurs? Ça va devenir une catastrophe. Alors du coup, je ne peux pas l'envoyer, je suis obligé de le garder. Et là, les Chachamim, par ces deux exemples, nous ont montré que voilà, il y a deux modes de fonctionnement, c'est une réalité. Il y a, et ça, c'est ça qu'on a expliqué, il n'y a pas d'amalgame et pas de raccourci. C'est qu'en fin de compte, si je reste dans mon monde, et que je ne fais aucun travail pour essayer de vivre le monde de ma conjointe, de ma femme, eh ben, il n'y a aucune chance pour que je comprenne et que je fasse. Donc, je vais faire un amalgame, je vais commencer à croire qu'en fin de compte, il y a un problème, etc., etc. Je ne vais pas réussir à comprendre les choses, je vais les interpréter avec ma vision, avec ma perception des choses, et je vais faire des grossières erreurs. Je vais prendre des raccourcis en me disant que c'était ça qu'il voulait, ça qui était dit, etc. Mais si en fin de compte, je fais l'effort de me mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre de quel point de vue elle fonctionne, dans quel point de vue elle fonctionne, dans quel point de vue qu'est-ce qu'elle a exprimé, qu'est-ce qu'elle a dit, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, chacun. Qu'en fin de compte, l'homme, lorsqu'il a décidé de laisser ses affaires sur son bureau parce qu'il va les utiliser le soir, ce n'est pas juste parce qu'il il s'en fout il s'en fout complètement de la volonté de la femme d'avoir une maison ordonnée ou qu'il s'en fout complètement de faire des efforts pour faire plaisir. C'est juste qu'il ne comprend pas pourquoi ce serait intelligent. Donc, du coup, il a un blocage. Et donc, si la femme se vexe pour ça, et ben, en fin de compte, elle a fait un raccourci ou elle a fait l'amalgame. Elle est restée dans son monde à elle sans essayer de comprendre lequel. Or, comme on l'a expliqué dans Rashi, au tout début de notre propos, et Rashi nous disait que si je ne me mets pas à la place du pauvre, je ne pourrai jamais faire la mitzvah de la mitzvah de prêter de l'argent convenablement. Je dois, pour prêter de l'argent, je dois me mettre à la place de l'autre. Voilà quelques pistes de réflexion, mesdames, messieurs, sur quelques pistes de réflexion sur ces amalgames et ces raccourcis qui pourraient pourrir nos vies, entre guillemets. Quelques pistes de réflexion qui, en fin de compte, nous font réfléchir que eh ben, si chaque personne essayait un petit peu dans ses reproches, dans sa manière de fonctionner, de se mettre à la place de l'autre, eh ben, il y aurait beaucoup moins d'amalgames, beaucoup moins de problèmes, et ainsi, eh ben, l'objectif, comme on l'a expliqué, d'une maison qui est d'être comblée, d'être dans la plénitude, eh ben, il serait atteint par tous les
protagonistes de ce couple, parce que à travers ce travail, à travers cette volonté d'aller vers l'autre, de comprendre l'autre, de se mettre à sa place, de ne pas faire d'amalgame, de ne pas prendre des raccourcis, sans essayer de comprendre ce que l'autre attend et a besoin, eh ben, on pourra réussir à construire cette maison parfaite, à construire cette maison qui remplit tous les besoins et toutes les envies que l'on peut avoir. Cette maison qui, en fin de compte, est, selon Rabbi Yossé, comme on l'a expliqué, l'objectif de chacun. L'objectif n'est pas le mariage, mais l'objectif, c'est chacun. Voilà, si vous avez des remarques, des questions, vous êtes les bienvenus. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, j'ai une question. Bien sûr. En fait, si j'ai bien compris, hein, parce que c'est possible que j'ai mal compris vu que j'ai fait 1000 choses en même temps, Ok. mais si j'ai bien compris, ça veut dire que ça met en branle tous les conseils des conseillers conjugaux qui disent que il faudrait avant tout parler sur le ton de l'émotion. Par exemple, voilà, j'ai un problème avec mon mari, ben, de lui dire ça me pose problème ça me blesse ou ça me vexe. Donc ça veut dire qu'en gros, si j'ai un problème avec mon mari, je vais plus direct, quoi. C'est-à-dire je vais lui dire il faut que tu arrêtes de faire ça, quoi. Je vais pas lui dire en fait ce que tu fais là ça me vexe. Alors, d'abord, je ne me permettrai pas d'aller à l'encontre de tous les conseillers conjugaux parce qu'ils font un travail incroyable. Mais si je puis me permettre, moi, ce que j'ai proposé, c'est-à-dire le conseil que vous citez, c'est un conseil où, en fin de compte, je ne dois pas cacher mes émotions, où je dois absolument demander à l'autre de faire l'effort de comprendre de comprendre que ça me touche et que ça n'est pas juste un Voilà. problème ponctuel, mais c'est un problème qui est mais ça, si je puis me permettre, ce que j'ai l'impression des textes que j'ai proposés, c'est qu'en fin de compte, c'est si je n'arrive pas à toucher l'autre, alors je suis obligé de passer par cette ultra sensibilisation que je veux mettre en place. Mais dans l'absolu, ce que nous proposent Rav Yosef et Sarah, c'est qu'en fin de compte, s'il y avait eu ce travail préalable, qui était de comprendre le mode de réflexion du conjoint et le mode de fonctionnement du conjoint et d'adapter du coup son discours pour qu'il puisse s'intégrer, pour qu'il puisse accueillir ce discours. Voilà, c'est le mot, accueillir le discours. Comment est-ce que l'homme ou comment la femme va accueillir le discours de l'autre, le reproche de l'autre? Si le discours il va être accueilli d'une manière trop personnel, parce qu'en fin de compte, moi, c'est dans mon monde, ce discours-là, étant donné que c'est un discours qui ne me plaît pas, donc du coup, je ne le comprends pas, donc du coup, je ne sais pas quoi en faire, je le rejette en bloc. Alors à ce moment-là, on n'aura rien gagné, et peut-être le seul moyen, c'est de dire, non, attends, mais tu n'as pas compris, ça me tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui me plombe la vie, donc tu as intérêt à comprendre que c'est important. Alors là, on va demander à l'homme ou à la femme de faire l'effort de comprendre parce qu'on lui a jeté de but en blanc que c'était quelque chose de réellement très important. Et donc, du coup, il va essayer de faire un effort. Mais ce que je propose, c'est qu'en fin de compte, au lieu de devoir se mettre à nu, entre guillemets, et de mettre nos émotions à nu, ce que Rav Yosef et ce que Sarah ont fait, c'est qu'en fin de compte, ils se sont mis à la place de l'autre et ils ont adapté leur discours et leurs reproches pour faire en sorte que l'autre puisse accueillir le discours de manière plus facile, parce qu'en fin de compte, ça rentre clairement dans son monde de fonctionnement, dans son mode de fonctionnement. Pour reprendre l'exemple de Sarah, Sarah, a priori, à mon avis, c'est une mère juive, c'est la mère de toutes les mères juives. Du coup, une mère juive, quand elle est angoissée pour son fils, elle n'arrive pas à dire, écoute, tu sais, mon fils, c'est quelqu'un de bien, hein, il ne faut surtout pas qu'il soit en confrontation avec son demi-frère. Hein. Une mère juive, elle serait venue hurler sur son mari, qu'on soit bien clair, mon fils, c'est le numéro 1, tu me jettes cet abruti de Ishmaël et on passe à autre chose. Or là, on voit qu'elle a l'air elle a l'air de parlementer. Elle a l'air de parlementer. Elle lui dit, tu sais, c'est pas une bonne idée qu'il hérite comme mon fils. Attends, non, je comprends pas. C'est pas une discussion de mère juive. Pourtant, Sarah, c'est la mère juive par excellence. Alors, ce que je propose, c'est qu'en fin de compte, dès lors qu'on va se mettre dans le mode de fonctionnement de l'autre, qu'on va comprendre qu'est-ce qu'il a
perçu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça? Pourquoi est-ce que l'homme, dans mon exemple tout à l'heure du café, pourquoi est-ce que quand il a goûté son café qui était rempli de sel, pourquoi il ne s'est pas énervé? Parce qu'il s'est dit, écoute, moi, on m'a appris dans la vie, moins tu te plains, moins tu discutes, tu fais, mieux tu te portes. Comme ça, au moins, tu es tranquille, tu restes. Donc là, c'est un point de vue sirli, c'est très intellectuel, mais si c'est dégueulasse, tu es censé réagir. Et donc la femme, elle ne comprend pas pourquoi il ne réagit pas. Et donc la femme, elle reste dans son monde qui est censé être sensible et réagir. L'homme, il reste dans son monde, je suis intellectuellement, on m'a dit qu'il ne fallait pas que je le fasse, donc même si j'ai très envie, ben je reste froid et je me retiens. Et donc les deux mondes, ils ne cohabitent pas, il y a une incompréhension. Mais si en fin de compte, ben, l'homme, il comprend que la femme, elle attend une réaction, et ben du coup, il va réagir de manière intelligente, mais de manière intelligente. Mais si en fin de compte, il n'y a pas ce travail-là, alors c'est sûr qu'il faudra passer par cette mise à nu pour que l'autre comprenne l'importance de ce que je suis en train de vivre. Mhm. Ok, Qui va être en mesure d'intégrer, adopter. Il y a juste un message privé d'un ami d'Israël. C'est une belle nouvelle définition de se mettre à la place de l'autre, lui communiquer un message qu'il va être en mesure d'intégrer et adopter un comportement qui ira dans le sens que l'on souhaite exactement. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai osé utiliser le mot manipulation, mais ce n'est pas du tout un joli mot. C'est en fin de compte, si je m'adapte, si j'adapte mon discours à l'autre, et ben du coup, l'autre, il est capable d'accueillir, il est capable d'intégrer, il est capable de le recevoir complètement différemment, et je ne suis peut-être pas obligé de passer par toute la difficulté de se mettre à nu ou je ne sais quoi. D'autres remarques, messieurs, dames? Béni, d'habitude, toujours tu parles. Il est où, Béni? Je suis là. Ah, alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, écoute, non, je digère. Hein. Ah, d'accord, tu dis déjà. Mais, D'habitude, tu as mais, toujours quelque chose à dire. ouais, C'est pour mais ça. ce que tu as dit, c'est valable pour tout le monde, en fait, pas que dans le couple. Ah, exactement. Ah, De clairement. maître à élève ou de voisin. Ou... Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que l'exemple que j'ai voulu donner expressément, c'était le pauvre avec le riche. Pourtant, en fin de compte, tu viens juste remplir un besoin, hein, tu viens lui donner de l'argent. On pourrait se dire, ça suffit, et tu donnes de l'argent, c'est l'essentiel. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je me mette à sa place, comprendre son monde pour essayer de lui transmettre quelque chose? C'est absolument pas nécessaire. Pourtant, on voit que même entre un pauvre et un riche, eh ben, il faudrait toute connexion. Dans toute connexion, ce sera impératif de se mettre à la place de l'autre pour voir comment est-ce qu'il va accueillir le propos. Mais en dehors du livre, là, Les hommes viennent de Mars, il y Oui, a d'autres livres aussi sur ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle ouais, et qui apprennent en fait à communiquer justement et à reconnaître les signaux chez l'autre ou les exactement. émotions chez l'autre pour pouvoir communiquer avec lui. Exactement. Exactement. Razak, je vois que tu es un professionnel, Béni. Tu vois, je savais que Je me documente. j'avais bien fait de t'interpeller pour que tu viennes nous en parler. Razak. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, Zach. si personne ne veut ajouter quoi que ce soit, je vous souhaite une bonne soirée. Gad, Une bonne soirée. Oui, oui. un petit mot, tu m'entends? Ouais, bien sûr. Ça me vient comme ça, bizarrement. Tu as parlé de dialogue, Oui. mais pour ceux qui ont étudié l'écoute active, Ouais. les bases de l'écoute active, c'est comprendre le besoin de l'autre et dans le message de l'autre, quels sont le message qui se cache derrière les mots qu'il emploie. Ouais. Et par rapport à ce que tu as dit, tu as parlé de communication, Mhm. mais l'écoute active elle-même, c'est t'as le même mangasin, t'as le même concept derrière. C'est-à-dire que c'est pas simplement quand on échange envers quelqu'un qu'on va s'intéresser à son mode de fonctionnement, mais c'est aussi quand, là tu as parlé toi, quand on s'adresse à quelqu'un, mais même quand on va écouter quelqu'un, Bien entendu. on a le même travail qu'on peut faire. Bien entendu. Exactement. Razak, tu as À entièrement ce raison. moment-là, tu facilites la communication dans les deux sens. Pas simplement quand on veut s'adresser, aussi quand on s'adresse à nous. Bien sûr. Bien sûr. Tu as entièrement raison. Razak, exactement. Mais là, ce serait du coup faire ce travail d'essayer c'est un peu ce que Benny disait aussi, c'est-à-dire c'est en fin de compte décoder
décoder, se dire que peut-être l'autre, eh ben, il n'a pas forcément fait ce travail, il n'a peut-être pas réussi parce que c'était trop rapide, il a voulu de manière instinctive sortir quelque chose, et donc il n'a peut-être pas fait l'effort d'adapter son discours pour qu'il soit accueilli de manière intelligente envers l'autre. Et ben, c'est à moi de faire l'effort d'avoir une écoute active dans laquelle je vais justement retraduire ça chez moi. Je vais avoir une sorte d'interprète à l'intérieur de ma tête où j'accueille les choses, où je les retraduis à ma manière. Exactement, tu as entièrement raison, Razak. Merci beaucoup pour cette remarque très juste. Razak. Jérusalem, Razak. Très bien. Eh bien, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre écoute. J'espère être à la hauteur. Il y avait ma femme une partie du cours. J'espère que je serai à la hauteur de... Parce que je ne sais pas si vous étiez en couple, mais moi, maintenant, il va falloir que je sois à la hauteur du discours auprès de ma femme. Souhaitez-moi bonne chance. On guettait les réactions. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne soirée. Razak, bonne Allez, au soirée. revoir. Ouais. Ciao. Merci. Salut.